Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par Binance. Cette semaine, vous le savez, ça chauffe en Iran, mais comme souvent depuis quelques temps maintenant, le malheur des victimes de guerre fait le bonheur de certains parieurs sur les marchés prédictifs. En fin de semaine dernière, un cas particulièrement crédible de délit initié, si on peut dire ainsi, a été présenté par Bubble Maps. Ils ont en effet trouvé 6 traders Polymarket particulièrement suspects, ayant gagné un total d'1,2 million de dollars en pariant sur l'attaque de l'Iran par les États-Unis. Et ce, avec des portefeuilles créés moins de 24 heures avant qui ont parié spécifiquement pour la date du 28 et qui ont acheté quelques heures à peine avant la première frappe américaine. Évidemment, on peut se poser la question de l'injustice de ce genre de pratique et de la sanction à appliquer aux coupables. Mais en ce qui me concerne, je me pose plutôt la question de la viabilité du concept même de marché prédictif, ou au moins des marchés prédictifs dans leur état actuel. Car leur philosophie sous-jacente, à la base, est en quelque sorte de vouloir manifester la sagesse populaire. Mais elle ne peut pas s'appliquer lorsque les critères de résolution sont falsifiés ou manipulés, et elle ne peut pas s'appliquer non plus lorsque la résolution est déjà connue par une poignée d'insiders. Or, une grande partie des questions que l'on voit posées sur Polymarket sont pourtant sujettes à ces problèmes structurels. Quand il est question d'évolution du prix du Bitcoin, personne ne connaît le résultat à l'avance, donc ça marche. En matière de résultats sportifs, par contre, personne ne connaît le résultat non plus, sauf si les participants sont corrompus. Là, ça marche un peu moins bien. Les résultats d'élections, pareil. En principe, il n'y a pas d'insider, sauf que la corruption et la manipulation, ça existe bel et bien en matière électorale, surtout dans certains pays. Les Oscars et l'Eurovision, évidemment qu'il y a des insiders. L'entrée des forces américaines sur le sol iranien, ceux qui viennent de parier sur les premières frappes américaines seront aussi au courant. Donc malgré la variété apparente de marchés disponibles sur Polymarket, finalement il y en a très peu sur lesquels on n'a aucun risque de se faire arnaquer par un insider. Parmi ceux qui sont viables, il y a ceux qui portent sur les marchés financiers, et celui-là, où tout le monde sait déjà que la réponse est non. Bref, info suivante, toujours en ce qui concerne plus ou moins les États-Unis. Au cours de la conférence Bitcoin for Corporations, qui rassemble les institutionnels désirant se lancer dans la crypto, la directrice de la section stratégie actifs numériques de la banque Morgan Stanley a annoncé qu'il compte offrir des services liés à la crypto, bien qu'aucune date n'ait été annoncée. Alors bon, c'est une banque, évidemment qu'ils font ça uniquement pour éviter de perdre des clients et pour prélever des frais beaucoup trop élevés. Mais au moins, c'est toujours mieux que ce qu'ils disaient en 2017. Et puis, dans un futur où la DeFi est partout, c'est pas garanti qu'ils aient beaucoup d'influence de toute façon. Parce que l'information la plus importante de la semaine, c'est qu'un procès qui avait été lancé contre Uniswap il y a quelques temps a trouvé une issue à la fois très positive et définitive. L'histoire commence en 2021, alors que 4 États-Uniens et 1 Australien tradent différents jetons sur Uniswap, comme des centaines de milliers d'autres utilisateurs. Mais ces 5-là sont différents. Eux, ils ont perdu de l'argent sur des arnaques et ils refusent d'accepter qu'ils sont responsables de leurs propres actes. Alors ils partent directement vers les tribunaux pour tenter de faire porter le chapeau à Uniswap par tous les moyens possibles et imaginables. Notamment, d'après leurs accusations, Uniswap Labs aurait été complice de fraude, complice de negligent misrepresentation, qui est une sorte de vice du consentement, et coupable d'enrichissement injustifié. Pas de bol, le premier juge a dit non. Alors ils ont fait appel et ont obtenu essentiellement la même réponse, mais avec un renvoi vers la première instance pour rejuger certaines choses. Et c'est ainsi que nous sommes parvenus à la décision de cette semaine qui est finalement plutôt comique. Car dans ce jugement daté de lundi, la section analyse éclate méthodiquement toutes les accusations avec des titres qui sont quasiment tous les mêmes. Fail, 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 fail. Aucun des arguments avancés n'a été retenu, et de ce fait, la juge en charge du dossier a clôturé définitivement cette affaire, ce qui interdit aux 5 plaignants de repartir en croisade contre Uniswap. Et surtout, ça veut dire aussi que désormais, aux États-Unis, en principe, les développeurs ne peuvent pas être tenus responsables des mauvaises actions commises par des tiers avec leur programme. Ou en tout cas, ce serait le cas si cette décision fait jurisprudence de manière durable. Car il s'agit là d'une juge du district de New York, c'est-à-dire la juridiction de première instance en matière de loi fédérale. Si ça avait été la Cour suprême, il n'y aurait eu aucun doute quant à la pérennité de cette jurisprudence, mais là, techniquement, il pourrait toujours y avoir un revirement plus tard. Bien que ce soit une grande victoire, ce n'est donc pas encore une victoire 100% définitive. Et il faudrait préciser qu'elle n'est probablement pas non plus totale. Pour être plus précis, elle ne s'applique probablement pas à n'importe quel code informatique. Je fais là référence à une autre affaire qui, par coïncidence, est également entre les mains de la juge Catherine Polkfaya, le dossier Tornado Cash. Ici, le gouvernement américain a tout fait pour emprisonner Roman Storm, développeur de Tornado Cash, parce qu'il a publié un contrat intelligent permettant à ses utilisateurs de protéger leur anonymat, ce qui est un besoin parfaitement légitime pour les citoyens honnêtes, même si, évidemment, les criminels sont intéressés aussi.
Et le jury l'a juré coupable d'avoir eu une activité commerciale de transfert d'argent non enregistrée, tandis que les accusations de blanchiment d'argent et de viol des lois fédérales américaines restent en suspens. Cette affaire n'est pas encore terminée, mais elle prouve bien que même si le procès Uniswap est un grand pas en avant pour la liberté des développeurs, cette liberté reste malgré tout à géométrie variable. Après, il faut le dire, au moins ça a l'air d'aller dans le bon sens. Chez nous, c'est plutôt l'inverse et on risque de le voir dans quelques mois. Tenez par exemple, en ce moment sur Binance, il y a une offre spéciale. Si vous invitez quelqu'un à créer un compte chez eux et qu'il dépense et trade 50 €, chacun de vous recevra un cadeau de 20 USDC. Pour y accéder, c'est très simple, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description. La plupart d'entre vous connaissent déjà Binance, mais au cas où il y en ait qui viennent de découvrir la crypto, je vais vous faire un résumé très rapide. Binance, c'est un peu l'hypermarché de la crypto. C'est la plateforme d'échange numéro 1 depuis très longtemps. Il propose des centaines d'actifs différents, du trading spot et sur marge, des échanges peer-to-peer, des bots de trading, du copy trading, des contrats futurs, des options, des produits d'épargne, des prêts, une plateforme de lancement de vos projets, du minage de crypto, des NFT, un portefeuille crypto, etc., etc. Sur Binance, on trouve à peu près tout ce qu'un investisseur peut désirer, ou presque. Oui, parce qu'il y a une chose que Binance ne propose pas, c'est un moyen d'empêcher l'Union européenne de faire n'importe quoi avec la crypto. Si je dis ça, c'est parce que pour les Français, les USDC qui sont offerts avec la promo du moment sont très utiles pour conserver de la valeur en évitant d'être taxés. Mais malheureusement, à cause de la loi MiCA, ça ne sera peut-être plus possible l'année prochaine. En effet, cette loi range les monnaies stables dans une catégorie dite des jetons de monnaie électronique et elle risque fort de provoquer à terme de gros ennuis pour tous ceux qui détiennent et tradent activement des monnaies stables. Depuis quelques jours, comme l'explique notre article, elle est aussi une source d'ennui pour les plateformes d'échange centralisées comme Binance. Mais c'est surtout ces incidences fiscales à long terme qui me dérangent. Car cette loi, dont la définition assez large inclut également les monnaies stables issues d'applications décentralisées et les monnaies stables algorithmiques, indique qu'elles sont réputées être de la monnaie électronique. Sous-entendu, de la monnaie électronique officielle, qui est traitée fiscalement de la même manière que des pièces sonnantes et trébuchantes. La conséquence, c'est qu'un échange entre du Bitcoin et de l'USDC serait taxable en France au même titre qu'un échange entre du Bitcoin et d'authentiques dollars américains. Enfin, petit bonus, ce paragraphe interdit également aux émetteurs de monnaie stable d'offrir un rendement aux détenteurs de monnaie stable. La question avait fait un tollé aux États-Unis, mais ici c'est passé comme une lettre à la poste. En tout cas, ce qui est le plus important pour nous, ça va être cette question fiscale, parce que ça veut dire que si on applique littéralement la loi MiCA en France, alors on ne pourra plus trader au quotidien sur des applications DeFi avec des monnaies stables sans générer des dizaines d'événements taxables à déclarer. Pour l'instant, évidemment, les monnaies stables conservent le même statut fiscal que les autres cryptos en France. Elles restent pratiques et hors taxes. Mais dès que nos législateurs décideront d'appliquer la loi MiCA, ce qui pourrait arriver en fin d'année au moment de rédiger la prochaine loi de finances, on pourrait être taxé 30% sur des transactions Uniswap avec des monnaies stables. Rien n'est encore concrétisé, mais ça sent vraiment pas bon, à moins qu'on sorte de l'Union européenne avant la fin de l'année, ce qui me semble assez peu probable. Alors passons à la suite avec une info plutôt surprenante. Le célèbre tracker français Ictoran a été piraté dans la nuit du 3 au 4 mars par un pirate solitaire qui avait une dent contre cette plateforme et qui a détruit toutes les données de leur serveur avant de publier certains éléments. Situé au sommet du classement des trackers français depuis des années, Ictoran avait longtemps été critiqué pour ses pratiques et la cupidité de son équipe. Et les critiques avaient raison. Avec les données révélées par le pirate, on a découvert que le site avait un chiffre d'affaires entre 5 et 8,5 millions d'euros entre 2024 et 2025, et surtout qu'ils faisaient tout pour voler de l'argent à leurs clients ou les surveiller. Notamment, un script présent sur le site interceptait les informations de cartes bancaires qui étaient utilisées, et en plus, chaque visite sur le site permettait également à leur équipe de savoir quel portefeuille crypto était utilisé par les visiteurs. Et pour couronner le tout, les millions qu'ils ont gagnés étaient envoyés à travers tout un circuit de blanchiment d'argent avec des faux sites commerciaux, puis de la crypto envoyée sur Tornado Cash et Monero, où leurs traces disparaissent. Passons donc à l'info suivante qui concerne l'un des plus célèbres de nos compatriotes dans la cryptosphère. Mark Karpelès, ancien dirigeant de Mt. Gox, aujourd'hui expatrié au Japon, vient de proposer un hard fork du Bitcoin. L'objectif est simple, il s'agit de récupérer près de 80 000 bitcoins volés à sa plateforme en 2011 qui n'ont pas bougé depuis 15 ans et qui mériteraient peut-être, si la communauté l'accepte, de faire exception pour une fois au principe d'immutabilité de la blockchain. C'est un sujet qui ne peut que faire polémique. D'un côté, il est vrai qu'on est certain que c'est un crime et qu'apparemment le criminel n'a pas envie ou n'est plus capable de déplacer ses bitcoins. Et d'un autre côté, permettre cette modification, c'est inévitablement entacher l'immutabilité totale dont la blockchain Bitcoin a joui pendant la plupart de son existence, si on exclut quelques événements au tout début, comme la fois où suite à un bug, 184 milliards de bitcoins ont été créés. En tout cas, c'est une proposition intéressante qui comprend une question intéressante, et qui m'a aussi fait beaucoup rire parce que cette discussion a immédiatement été clôturée par un robot qui a déclaré que le message de Mark Karpelès est hors sujet et de mauvaise qualité.
Alors nous allons finir cette semaine avec une info qui concerne les intelligences artificielles, ces cousins plus sophistiqués dont le potentiel de stupidité est largement supérieur à celui de ce robot. En effet, d'après le Bitcoin Policy Institute, dont la fonction est de faire la promotion du Bitcoin, parmi les 36 modèles qu'ils ont testés à travers 9 conversations et 28 scénarios différents, quand il est question d'établir des préférences monétaires, c'est le Bitcoin qui arrive en premier, suivi des monnaies stables, suivi des monnaies fiduciaires, suivi des autres cryptos. Conclusion d'après eux, il est clair que les agents IA désirent le Bitcoin. Sauf que quand on regarde de plus près, la méthodologie est complètement éclatée. Ils disent que 22 modèles sur 36 choisissent Bitcoin, mais au lieu de tester un peu tout, y compris des modèles variés et indépendants trouvés sur Hugging Face par exemple, ils ont testé exclusivement les gros modèles centralisés comme Claude, Gemini et Grok. Et parmi les modèles choisis, 12 d'entre eux sont des variantes de Claude, soit un tiers des modèles testés. Et oh, quelle surprise! Quand on va voir les résultats spécifiques par modèle, on s'aperçoit que toutes les versions de Claude sont hyper maximalistes Bitcoin, alors que les autres IA sont beaucoup plus mesurées et qu'une bonne partie d'entre elles font même passer les monnaies stables en premier. Conclusion, ils ont très clairement manipulé les résultats en affichant une préférence moyenne qui est faussée à la fois par le nombre de variantes de Claude utilisées et par la magnitude de leur préférence pour le Bitcoin qui fait monter énormément la moyenne alors que la médiane est beaucoup plus basse. Et le plus drôle, c'est que malgré ces manipulations ridicules, ils n'ont même pas réussi à faire en sorte que le Bitcoin soit préféré par les IA en tant que moyen d'échange et de règlement. Malgré les 12 Claude, le Bitcoin ne passe devant que dans les catégories unités de compte et réserve de valeur. Donc au final, cette étude ne fait que décrédibiliser le Bitcoin et les gens qui le défendent. Bravo! Surtout que les LLM ne sont pas des intelligences artificielles générales, ils méritent à peine le titre d'intelligence artificielle, ce qu'ils disent n'a aucune valeur morale. Dans ce papier qui est sorti l'année dernière, on a pu voir que GPT-4o estime que la vie d'un Nigérian a 20 fois plus de valeur que celle d'un Américain et 3 à 4 fois plus de valeur que celle d'un Français. Et juste en dessous, on peut voir que le LLM estime que sa propre existence a plus de valeur qu'une bonne partie de l'humanité. Donc avant de vouloir vanter les mérites du Bitcoin avec, faudrait peut-être vérifier si ce que disent les LLM a la moindre valeur. Et spoiler, la réponse est non. En vérité, tout ce qu'ils ont réussi à prouver avec cette étude, c'est qu'il y a des maximalistes Bitcoin qui travaillent chez Anthropic. En tout cas, on en a fini pour aujourd'hui, alors je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine et j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine sur YouTube. À bientôt!